Difficile de croire que c'est le vieux square de la Révolution. D'ailleurs, c'était le centre-ville. C'était son cœur, le square de la Révolution. Une nouvelle grille, belle, élégante, de nouveaux arbres. Il y avait des platanes, si robustes ici. Il y avait des platanes tellement incroyables ici. On les a tous coupés. Et voici le bâtiment de l'université. Beau, ancien. C'est l'université d'État de l'Asie centrale. C'est ici que maman est venue en 1941 pour passer les examens d'entrée. C'était le début de la guerre. Ils ont été évacués de Poltava et elle est venue pour passer les examens. Une toute jeune fille, tout juste sortie de l'école ukrainienne. Elle rêvait d'apprendre la littérature. On lui a demandé « Voudriez-vous vous inscrire pour la faculté de philologie ou d'histoire ?» Elle ne connaissait pas le mot philologie. Elle a dit alors « d'histoire ». Toute sa vie, elle a donc enseigné l'histoire. Et là, devant nous, c'est le carillon, notre fameux carillon. Tout le monde y fixait des rendez-vous, devant le carillon. Un monument spectaculaire. Très tachkentois, ce carillon. Et voici un nouveau monument. Mon Dieu, il y avait tellement de monuments ici. Joseph Staline, Karl Marx, etc. Et là, c'est comme s'il était de ma famille. Ce vieux bâtiment, oui. Ralentissez un peu, s'il vous plaît. C'est le siège de l'Union des écrivains de l'Ouzbékistan. Un très beau bâtiment. Il date du 19e siècle, de l'époque du Turkestan russe. Et la rue porte le nom de Pouchkine. C'est un endroit très important. Au rez-de-chaussée, c'est la rédaction de la revue L'Étoile de l'Orient. C'est dans ce bâtiment que j'ai été admise à l'Union des écrivains. J'avais 24 ans, je crois. Et pendant quelque temps, j'ai même été le plus jeune membre de l'Union des écrivains de l'URSS, car le pays n'avait pas encore été démembré. Allons-y. C'est magnifique, quelle musique. Il joue avec une sorte d'étui spéciaux pour les doigts, non? C'est brillant, brillant. C'est un souvenir comme la bague que vous lui avez offerte. Brillant. Oui, oui, oui. Elle est trop grande pour elle, non? Elle est trop grande. Elle la portera plus tard. C'est l'ouvrage d'un artisan de Jérusalem, avec une grosse perle naturelle. Vraiment grosse, oui. Et elle est étrange, la bague, car il y a des trous et je l'aimais beaucoup. Mais la fille m'a tellement touchée. Elle a dansé si bien. Elle doit... Comprenez-vous? C'est comme cela que la mémoire reste en nous. Elle grandira, et elle gardera la bague toute sa vie. Oui, bien sûr, elle se souviendra. Elle oubliera peut-être comment tout s'est passé. Je crois que non. Mais la bague? Oui, elle s'en souviendra. Aujourd'hui encore, je m'étonne des petits jeux du destin, grâce auxquels j'ai été admise en 8e année de cette école, totalement par hasard. Et voilà, non, ce n'est pas moi. Ah oui, j'ai cru que c'était moi. Je ne me rappelle pas. Je ne reconnais plus les visages. Mais oui, justement, justement. Oh, j'étais tellement mignonne. Me voilà, ici. Vous voyez, il n'y a pas de nom inscrit. Oui, c'est vrai. Ils n'ont pas inscrit les noms. Bon, donc, commence par cette phrase. Ne te précipite pas. Encore une fois, à partir de cette ligne.
Je fais souvent des rêves musicaux douloureux. L'examen commence dans 5 minutes et moi, j'ai mal appris la partie pour la main gauche dans les préludes de Liszt. Oh, le jury est assis à ma droite. Le remarqueront-ils ou pas? Je dois passer aux premières mesures, après la césure. Je dois appuyer sur la pédale après l'accord. Je dois... Je me réveille et je pleure en silence, sans larmes, sans sanglots. Ce sont les pleurs de mon enfance torturée par une noble violence. Je ne crois pas en une enfance heureuse. L'enfance, c'est une période très dure. Le monde déferle sur toi avec tous ses bruits, ses problèmes, ses mouvements. Adultes, pas adultes, les gamins de la cour qui cherchent à te faire mal, avec ses choses terribles et ses idées, avec les peurs qui attendent toujours une petite personne, des punitions, des fautes dont elle est toujours coupable, cette petite personne. Voilà pourquoi je ne crois pas en une enfance heureuse. Et pour moi, l'enfance a été particulièrement sévère. J'avais un père que j'aimais beaucoup. Évidemment que je pleure encore aujourd'hui, bien qu'il s'en soit allé il y a 5 ans déjà. Mon père était un homme despotique, je peux le dire maintenant. À commencer par mes portraits d'enfance. De la petite enfance, je dirais, en effet, je posais pour lui depuis l'âge de 4 ans environ. Il pouvait me faire venir de la cour, me faire asseoir sur un tabouret et me faire rester comme cela. Et donc, l'écriture, l'imagination, c'était l'issue. C'était la fenêtre sur le monde. Dans l'autre monde où j'étais libre, gaie, capable de plaisanter, légère, en train de courir, fuyante. Une famille trop exigeante, entre autres. Mon père, c'était un homme d'un caractère assez maussade, quoique avec un beau sens de l'humour. C'était un misanthrope, un colérique, et un homme artistique au plus haut point. Il était peintre jusqu'à la moelle des os. Il ne s'intéressait plus à rien. Et c'était le peintre de la vieille école. Peindre comme lui, aujourd'hui encore, c'est un fait connu en Ouzbékistan, on en parle encore, à l'époque n'avait pas d'égal. Mon père a semé en nous, moi et ma sœur, qui est une violoniste brillante et une pédagogue exceptionnelle. Il a semé en nous cette capacité de se concentrer sur le travail, de porter ce travail, coûte que coûte, malgré la maladie, malgré la fatigue, la conscience du devoir. Je dois être là et là. Tout cela, c'est mon père. C'est mon père, c'est ma mère, c'est ma famille. Très tôt, j'ai appris ce qu'étaient les lettres. J'ai appris... C'est papa qui m'a appris. D'ailleurs, papa ne pouvait pas imaginer qu'un enfant de plus de 3 ans ne sache pas lire. Et il m'a donc appris les lettres. Et comme j'ai appris très vite à les composer, il m'a appris à écrire aussi. J'écrivais. Je me rappelle que j'imaginais toujours quelque chose, tout le temps. Et j'écrivais tout le temps pendant les leçons, parce que les leçons c'était ennuyeux. Je n'écoutais jamais le maître, jamais. Il me semblait absolument impossible qu'on écoute tout le temps les autres, car on peut se raconter soi-même quelque chose tout le temps. Je me raconte toujours quelque chose et je le mets sur papier.